Wagner et la Corée du Nord, liaison dangereuse. Voilà votre carte blanche. Voilà, je dirais même Evgeny Prigojine, l'étoile filante, montante, de la Russie en déliquescence. Alors, premièrement, le rappel de fait. Le 22 décembre, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain, lors de la séance de réponse aux journalistes, informe les journalistes que, selon les informations américaines, la Corée du Nord aurait fait une première livraison à l'armée privée Wagner et que l'armée privée Wagner, donc Evgeny Prigojine, le patron, aurait payé la Corée du Nord pour cela et qu'il s'agit de livraison des obus et des missiles. Que peut-on tirer de ça? Premièrement, la question, est-ce que là aussi il manque vraiment des obus? Alors, les missiles, c'est vrai que les missiles, la Russie en a dépensé beaucoup, mais les obus, les munitions de base. Alors là, c'est une bonne question qu'on pourra garder pour l'avenir. La deuxième question, quel est le rôle de la Chine dans tout ça? Parce que selon les médias japonais, ces munitions auraient été transportées par train, donc a priori par le territoire chinois. Quel est le rôle de la Chine? Est-ce qu'il y a eu un aval? Je vous laisserai cette question-là. Parce que selon moi, le vrai intérêt de cette information n'est pas là. Après tout, on sait que la Russie, qui subit de fête après de fête, qui est à court de munitions, des armes, elle cherche un peu désespérément les armes un peu partout et, sans surprise, les trouve chez les États parias, comme l'Iran ou la Corée du Nord. Ce qui est intéressant, en revanche, dans tout ceci, c'est que c'est typiquement un accord de vente d'armes pour mener une guerre, c'est typiquement un accord qui s'est conclu entre les États. Or, c'était un accord qui a été conclu entre l'État, la Corée du Nord, et un intermédiaire privé, Evgeny Prigojine, qui n'est rien. Nous savons très bien que c'est pour le compte de la Russie, pour l'effort de guerre que l'État russe mène en Ukraine. Sauf que c'est un privé, qui n'est même pas un haut fonctionnaire, qui n'a aucune fonction, qui se charge de ça, qui se substitue en quelque sorte à l'État russe. Et c'est là où nous arrivons justement à cette personnalité et la fonction d'Evgeny Prigojine, qui depuis 10 ans, peu à peu, se substitue finalement à l'État russe. Premièrement, il se substitue aux services spéciaux russes. On peut parler de la fabrique de trolls, de la subversion de la presse africaine, de l'ingérence dans le processus électoral dans les pays occidentaux. Ce sont typiquement des campagnes et des missions qui sont censées être menées par des services spéciaux. Or, ils sont menés par un particulier. De même, la participation d'Evgeny Prigojine dans les guerres en Afrique et au Moyen-Orient. Là aussi, Evgeny Prigojine, il se substitue à la fois à l'armée russe et à la diplomatie russe. Eh bien, avec la guerre en Ukraine, on peut voir que la mue, elle devient complète. Evgeny Prigojine sort de l'ombre. Il assume ce rôle de substitut, de proxy de l'État russe. Nous pouvons peut-être éventuellement le féliciter. C'est une étoile montante. Mais une étoile montante de quoi? Parce que quand un État est obligé de recourir dans ses fonctions les plus régaliennes, quand l'État est obligé à recourir à des particuliers qui n'ont aucune fonction pour assurer ses fonctions régaliennes, qui est la guerre, la diplomatie, l'espionnage, eh bien, ça veut dire une seule chose, c'est que cet État est extrêmement faible. Soit il n'est pas encore renforcé, soit il est en train de dégrader, en déliquescence en quelque sorte. Eh bien, voilà mon parti pris, ce que la Russie, c'est un colosse au pied d'argile qui prenne l'eau, et Evgeny Prigojine en est l'étoile montante et le symptôme. Merci pour votre carte blanche, celle d'Olivier Kempf maintenant. Qu'apprend l'armée française avec la guerre, cette guerre de l'Ukraine? Je vais montrer ça, pardon. Oui, voilà, ça y est. C'est parfait. Dans la boîte. Moi, j'ai parlé des enseignements de la guerre d'Ukraine, pas seulement militaire. Il y aura une partie militaire, puis il y aura une partie géopolitique, si vous en êtes d'accord. Alors, sur la partie militaire, je pourrais tenir 2 heures, mais je crois qu'on n'a que 3 minutes. Donc, je vais retenir 3 choses principales. Tout d'abord, qu'on a des savoir-faire oubliés qu'il va falloir que l'on retrouve. Tout d'abord, la question des appuis. On parle notamment de l'artillerie. Dans les conflits blindés mécanisés, ça pose la question de la masse, donc du volume, de la précision, de la logistique, parce que les obus, il faut les transporter, de la contre-batterie, c'est-à-dire aller casser l'artillerie adverse, de la détection, donc des radars, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble d'artillerie qui a été
on va dire poliment les choses, oubliées au cours des 20 dernières années et qu'il faut un peu rattraper. Même chose pour ce qu'on appelle le génie. Le génie, c'est tout ce qui est bréchage, faire des ponts, faire des mines, déminer, etc., etc. Eh bien, voilà, je veux dire, ce génie, lui aussi, il a été oublié au cours des 10 à 20 dernières années. Et donc, on sent qu'ils ont besoin, voilà, de rétablir des moyens de franchissement, de ce qu'on appelle des coupures sèches et des coupures humides, on appelle de l'appui à la mobilité, mais aussi ce qu'on appelle aussi la guerre de siège. Comment est-ce qu'on aménage des positions, ou comment est-ce qu'au contraire, on va aller casser les positions ennemies avec cette guerre de position que l'on observe. Dernier élément, et je vais sortir de mon domaine, mais pour montrer que je parle des armées et pas seulement de l'armée de terre, je crois qu'il faut aussi regarder tout ce qui a eu trait à la lutte sous-marine. Donc la guerre anti-mine, bien évidemment, tous les drones navals, comment est-ce qu'on les opère, mais comment est-ce qu'on les détecte, comment est-ce qu'on s'en protège, toute la question des câbles et des gazoducs, c'est-à-dire du fond des mers. Donc il y a tout un espace abyssal qu'il va falloir réinvestir et qu'il va falloir compléter. Et celui-là, on avait des sous-marins, mais il nous manque probablement des choses. Deuxième série de questions, c'est celle des moyens. À l'occasion d'une loi de programmation militaire qu'on est en train de préparer, est-ce qu'il faut seulement de la masse ? Est-ce qu'il faut seulement plus de tout ? Des munitions, des obus, des canons, des chars, des satellites, peu importe. Est-ce que c'est ça la question ? Peut-être pas, parce que très rapidement, on va voir la question des finances. Du coup, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut toujours plus de technologie ? Parce que finalement, c'est le pari qu'on a fait depuis 20 à 30 ans. Très bien, mais là aussi se pose la question du coût et des délais. Parce que ce que nous apprend la guerre, c'est qu'il faut 18 mois pour fabriquer un canon, qu'il faut des mois et des mois pour fabriquer des obus de précision, et que donc cette technologie pose des problèmes avec ces guerres longues que nous observons. Dernière chose, et là c'est finalement les Ukrainiens qui nous l'ont appris, on a évoqué leurs drones. Comment est-ce qu'on conjugue l'innovation, donc la grande innovation, et puis du pragmatisme avec des gens qui réussissent à bidouiller des choses à partir de rien et de pas grand-chose? Comment est-ce qu'on réussit à, je vais dire un gros mot, hybrider le low cost et le high cost? Ça, c'est une question à laquelle il va falloir répondre. Dernière série de questions, c'est ce qu'on appelle la sphère des perceptions. Alors, nous sommes sur un plateau télé, donc on est en plein dedans. La révolution numérique est là. On a les GPS, les smartphones, les réseaux sociaux, l'électromagnétique, les satellites. C'est-à-dire que le numérique, c'est pas juste le smartphone. C'est beaucoup plus large que ça. Très bien. Quelles conséquences cela a ? Eh bien, le champ de bataille n'a jamais été aussi transparent. Regardez, on est en train de discuter de savoir si on a progressé de 10 mètres dans un village de 200 personnes. Enfin, on est en train de discuter, oui, non, peut-être pas. Enfin, c'est incroyable. Mais donc, du coup, ça pose des problèmes militaires, tactiques. C'est comment est-ce qu'on réussit à leurrer l'adversaire ? Comment est-ce qu'on retrouve ce qu'on appelle de la liberté de manœuvre, alors que l'ennemi, finalement, tout le monde peut tout voir à tout moment. Donc ça, c'est des vrais sujets. Vous voyez, vous avez une question de moyens, mais vous avez des questions de théorie qui sont assez compliquées. Je passe à une autre série d'enseignements qui est là un angle géopolitique. Tout d'abord, un Occident resserré. Bertrand, n'hésitez pas à me couper si vous êtes en désaccord. Alors, avec la résurrection de l'Alliance Atlantique. Il n'y a pas le temps. Mais... Quand on dit géopolitique, je coupe, de toute façon. Moi, bon, bref. Allez-y. Résurrection de l'Alliance Atlantique, que l'on disait en mort cérébrale, constatons que non seulement elle est là, mais elle a tenu son rôle, puisque la frontière extérieure de l'Alliance n'a pas été testée par les Russes. Donc, bravo. D'un autre côté, on constate corrélativement un affaissement stratégique européen. J'ai le temps qui compte. Deuxième chose, la Russie qui est déclassée, c'est évident, on en a parlé. Malgré tout, il faut continuer à s'en méfier. Rappelons-nous de La Fontaine, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'instant, il n'est que blessé, il n'est pas tué. Continuons à nous en méfier. Troisième chose, Bertrand y a fait allusion, un reste du monde qui est en retrait, qui refuse de s'aligner sur les Russes peut-être, mais aussi sur nous. Et finalement, nous sommes plus isolés que nous le croyons, et ça cristallise ce que j'appelle une émergence politique, qui est à la suite de l'émergence économique, et qui accélère donc la recomposition de l'ordre mondial. La guerre d'Ukraine n'est pas une vraie rupture, elle ne fait qu'accélérer, mais rendre visibles des évolutions de plus long terme. Merci Olivier Kempf.